Eh bien, bonjour à tous. Je suis Philippe Esperança, expert en criminalistique et plus particulièrement en analyse morphologique de traces de sang et en détection de traces de sang. Je vais vous parler du Blue Star Forensic, tant dans son emploi, mais surtout également dans ses limites. Il s'agit du troisième webinaire que nous propose le laboratoire d'analyse criminalistique. Il faut savoir que les produits de détection de traces de sang sont très divers et surtout très nombreux. Ils se répartissent dans deux familles. Les uns sont des produits qui vont réagir avec les protéides et acides aminés par liaison non covalente, et vous en avez une liste ci-dessous. Ils sont très utiles pour retrouver des empreintes digitales ensanglantées, ou en tout cas pour les retrouver pour rehausser le signal, c'est-à-dire les observer de façon très précise, alors qu'à l'origine, ces empreintes étaient légèrement visibles, mais nécessitaient un rehaussement, pour utiliser le terme qui est le plus couramment utilisé chez nous, un rehaussement pour que là on puisse vraiment les exploiter. Vous avez essentiellement le noir amido et le rouge hongrie qui sont très fréquemment utilisés. D'autres produits existent avec la particularité de réagir avec l'hémoglobine contenue dans le sang, essentiellement avec le fer contenu dans l'aine. Là, leur rôle est principalement non pas de rehausser un signal, mais de rechercher des traces de sang éventuelles sur un support qui ne montre aucune présence suspecte. Voilà les deux familles qui sont utilisées. Vous voyez déjà qu'ils ne sont pas utilisés dans le même cadre, ou en tout cas avec le même objectif. Lorsque j'ai commencé en criminalistique et plus particulièrement en morpho-analyse de traces de sang, on m'a mis ces différents produits dans les mains. À charge pour moi de les utiliser au mieux sur les différentes scènes que je pouvais traiter. La problématique, c'est que la plupart de ces produits, et surtout à l'époque où je les ai utilisés, en 1999, nous avions peu de connaissances sur la toxicité de ces produits pouvaient avoir sur l'utilisateur et donc sur moi. On ignorait également quelle était l'action sur l'ADN qui était en train de se développer à grande vitesse, et il me semblait important qu'on puisse identifier toujours un ADN. Et là, il y avait peu de publications indiquant le rôle de chacun sur l'ADN, destructeur, non destructeur. La plupart montraient aussi des conditions de stockage, c'est-à-dire que plusieurs nécessitaient qu'on les mette dans la pénombre, à température constante, et cela pouvait être difficile lorsqu'on se déplace sur une scène de crime. Certains demandent qu'on les prépare au moment où on va les utiliser. Assez difficile d'avoir un laboratoire de chimie sur la scène. Et d'autres avaient des réactions qui pouvaient être soit courtes, soit avec un temps de latence important, ou alors nécessiter d'être appareillé pour les observer. Par exemple, la fluorocéine, qui est un produit que j'aime beaucoup, a la particularité de réagir en orange avec les traces éventuelles qu'elle met en évidence, mais nécessite que nous les observions à travers des filtres pour voir la réaction qui n'est pas visible à l'œil nu. À tout cela s'ajoute aussi la problématique de ces produits qui vont préférer réagir sur un support sombre, sur un support clair, sur un support qui est poreux, sur un support non poreux. Donc qui nous entraîne et qui m'obligeait à me déplacer sur les lieux avec une quantité de produits assez importante pour choisir sur les lieux le meilleur produit face au support que je comptais traiter. Tout cela m'a amené à réfléchir sur un produit qui pouvait être peut-être plus moyen. J'entends par là un produit qui permet de réagir sur tous les supports et qui avait une facilité d'emploi, une facilité de préparation et qui surtout n'était pas toxique pour moi et qui n'était pas toxique non plus pour une éventuelle recherche ADN par la suite. C'est ainsi que le Blue Star a été mis au point et on s'est rendu compte que la molécule de luminol remplissait un peu ce cahier des charges, c'est-à-dire sa toxicité sur l'individu n'était pas identifiée, la toxicité sur l'ADN était méconnue et on avait des publications contradictoires. Mais en tout cas, sa facilité de stockage, sa facilité d'emploi et de préparation faisait que ça en faisait une molécule tout à fait intéressante. Et c'est pour cela
qu'on s'est basé sur ce principe réactif qu'est le luminol pour essayer de trouver un mélange qui était le plus intéressant à mettre en œuvre sur une scène de crime. Et c'est ainsi qu'a été développé le Blue Star dont je vais vous parler maintenant. Tant dans sa réaction chimique, comme le présente ce plan, son emploi et ses limites. Tout d'abord, sa réaction chimique. Vous voyez là la totalité de la réaction, mais encore, elle pourrait être encore plus longue parce que la molécule passe par un nombre incalculable de positions instables avant de pouvoir se restabiliser. Mais il faut savoir, et cela me semble le plus important, c'est que cette molécule a été mise au point en 1902 par un monsieur Schmitz, dont voici la couverture de sa thèse, et qui ne connaissait pas encore toutes les propriétés de cette molécule ou de ce produit qui était le luminol, mais qui en tout cas l'a mis au point. Peu de temps après, on s'est rendu compte que cette molécule était luminescente. Et un peu plus tard, on a commencé à se dire, si elle est luminescente et qu'elle peut réagir avec le fer de l'hémoglobine, pourquoi ne pas l'utiliser en criminalistique? Et donc les Allemands l'ont utilisé en criminalistique dès 1933. Donc, ce qui fait que c'est une molécule qui est peut-être pas très connue, mais qui avait déjà eu un parcours en criminalistique et dont les éléments mis en avant permettaient déjà un emploi. Et à l'époque, par contre, on s'intéressait peu aux réactions, ou en tout cas à l'attitude que pouvait avoir cette molécule, ou les mélanges dans lesquels elle était, sur l'ADN. Ça, elles étaient peu étudiées. Et c'est là qu'a vraiment été mis en avant la mise au point du Blue Star. Donc pour revenir sur la réaction, vous avez la molécule de luminol qui se présente ainsi, qui en présence d'un pH alcalin va se déstabiliser selon un radical luminol en petite quantité, à peu près 20%, et 80% en 5-aminophthalazine, un 4 d'ione, ce sont donc des cétones. Là, en présence de peroxyde d'oxygène, ou plus communément appelé eau oxygénée, et en fer, qui est l'ion ferreux, qui va jouer le rôle de catalyseur, on va avoir une molécule qui va se déstabiliser, se déformer, perdre ses propriétés, pour revenir à un état stable. Et pour revenir à cet état stable, elle va émettre de la lumière. Et c'est là l'élément le plus important pour nous, une lumière bleutée. Comme je viens de vous le dire, de façon peut-être un peu rapide, mais parce que c'est quand même pas l'essentiel de retenir la réaction chimique dans sa totalité, elle se base sur des éléments assez bien connus qui vont être un pH alcalin, donc très basique, la présence de peroxyde d'oxygène, ou de peroxyde d'hydrogène, pardon, je dis n'importe quoi, la présence, alors, un pH alcalin, la présence de peroxyde d'hydrogène et l'ion ferreux. En fin de compte, dans le Blue Star, on va déjà y mettre un maximum d'éléments. Bien sûr, il y a le luminol, on va le mettre dans une situation alcaline, dans un pH basique. C'est ce que contient, en fin de compte, la solution commerciale. Dans le sachet qui est mis à disposition, vous avez des petites pilules par 3, souvent, qui sont très blanches. C'est de l'eau oxygénée. Vous les ajoutez et on se rend compte que dans tout le mélange, il ne manque plus que l'ion ferreux pour déstabiliser la molécule de luminol et produire de la lumière. Donc on a tout. Il ne manque plus que l'ion ferreux. C'est là qu'on le pulvérise, ce produit, à la recherche de cet ion ferreux, pour obtenir la fameuse réaction tant connue, et dont vous voyez un exemple ici. L'avantage de ce mélange, Blue Star comme tous les mélanges luminol, c'est qu'il réagit sur tout type de support. Il nécessite par contre une pénombre. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va réagir sur un ion ferreux, qui fait qu'il y a un faible rendement quantique, qui fait qu'en fin de compte, il y a une faible lumière. Et s'il y a une faible lumière, plus on est dans la pénombre, mieux on la verra. Il n'y a pas de temps de latence. J'entends par là que dès que vous pulvérisez, vous aurez une réaction. Et par contre, la réaction est fugace, comme vous pouvez le voir, elle va aller en décroissant jusqu'à ne plus être visible, souvent au bout de la minute, et en tout cas avec certitude, au bout de 2 minutes, vous n'aurez plus du tout de réaction. Si vous pulvérisez à nouveau, la réaction reviendra, mais il vous faudra repulvériser pour avoir à nouveau la réaction.
Et l'ion ferreux, où le trouvons-nous dans le sang? Dans le sang, vous avez différentes molécules, mais la principale molécule que vous avez dans le sang, c'est le globule rouge. Et dans ce globule rouge, il y a l'ion ferreux, dont le rôle principal est de faire s'accrocher sur lui les atomes d'oxygène qui vont aller oxygéner l'ensemble du corps. Voilà le principe réactionnel que nous avons avec le Blue Star. Après vous avoir brièvement présenté la réaction chimique, car ce n'est quand même pas notre cœur du sujet, rappelons-nous que nous sommes des personnes de terrain, donc là la principale connaissance que nous devons avoir du produit, c'est avant tout son emploi. Ce que je me propose maintenant de vous présenter. Je vous propose ou je vous invite à suivre cette méthode qui vous évite beaucoup d'aléas lorsque vous traitez une scène. Lorsque vous arrivez sur les lieux, tout d'abord, préparez le produit. Faites ce que vous avez à faire selon le mélange, selon le produit que vous avez dans les mains. Est-ce que si c'est un produit entièrement sec, avec l'eau que vous avez amené préparer, mettez les pilules pour que le mélange se fasse, ou alors mettez les pilules d'oxygéné dans la solution qui a été achetée. Et là, vous le mettez de côté. Lorsque ça est fait, allez vous occuper de la pénombre. Lorsque la pénombre sera faite, dans au moins une pièce, voire la totalité des lieux, c'est bien mieux, parce que ça vous évitera à la fois avoir des lieux en pénombre et des lieux clairs, et donc d'abîmer, d'user votre vue. Donc le mieux, c'est de faire la totalité en pénombre. Ça vous prendra un certain temps, et lorsque vous aurez achevé cette partie, vous reviendrez à votre premier acte qui était le mélange, et là, normalement, le mélange est déjà fait, et vous n'avez plus qu'à l'employer. Avant de l'employer, testez-le. Donc ça vous demande de vous promener avec un tissu qui présente du sang sur lequel vous allez pulvériser le mélange que vous venez de préparer pour voir si ça réagit. Mais en testant ce mélange, bien sûr, vous vérifiez s'il fonctionne, mais en même temps, vous allez vérifier si votre pénombre est correcte. Donc il a un double emploi. Ensuite, je vous invite à directement préparer votre appareil photo pour documenter ce que vous allez voir. C'est une pause de 30 secondes que nous allons revoir et que vous connaissez tous. Donc cette fameuse pause longue de 30 secondes, une ouverture maximum. Donc il est nécessaire d'installer l'appareil photo sur un trépied pour pouvoir réaliser cette pause longue. Et à côté, ayez toujours à proximité de vous ce qui est nécessaire pour faire le prélèvement. Donc voilà, vous êtes prêt à l'employer. La pénombre a été faite, le produit, non seulement le mélange est réalisé, mais en plus vous l'avez vérifié, et l'appareil photo est prêt à l'emploi, avec également le matériel pour faire les prélèvements qui seront nécessaires. Là maintenant, attaquons le cœur du métier, le cœur de l'activité, c'est-à-dire nous allons pulvériser. Lorsque nous allons pulvériser, rappelez-vous, c'est une réaction fugace. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de déjà préparer l'appareil photo pour perdre le moins de temps possible. Ça paraît un peu long au départ, mais en fin de compte, à la fin, vous gagnez énormément de temps. Donc cet appareil sur le trépied, vous le disposez. Il vous permet, comme vous le voyez un peu sur la photo, vous faites une surface et vous regardez par l'objectif quelle est la zone qui sera photographiée. Vous mettez des tests centimétriques pour vous permettre de les délimiter. Et là, vous savez, grâce à ces tests centimétriques, que vous ne devez pulvériser que dans cet endroit-là, ou en tout cas, il ne sera que cette zone-là qui sera photographiée. Ensuite, comme l'appareil est déjà en pause longue et déjà en ouverture maximum, vous vous penchez pour faire votre pulvérisation, et au moment où vous allez commencer votre pulvérisation, juste avant de commencer cette pulvérisation, vous déclenchez votre appareil photo et vous pulvérisez pendant les 30 secondes. Mais vous ne pulvérisez pas en grande quantité, en fin de compte, vous faites un passage sur la totalité de la zone. Ça vous prendra quelques secondes, mais hop, vous déclenchez l'appareil photo et ensuite vous pulvérisez de façon harmonieuse pour passer une seule fois sur chacune des parties de la zone qui sera photographiée. Mais vous ne pulvérisez que dans la zone de prise de vue. Et vous ne passez pas plusieurs fois au même endroit de cette zone qui va être photographiée. Là,
si la pénombre est trop importante, je vous invite à avoir une lampe que vous allez diriger vers vous et que vous allez écarter pour amener un petit faisceau lumineux. Pourquoi vers vous? Parce que vous serez en tenue blanche et ce sera toujours la même couleur, vous aurez toujours cette tenue Tyvek. Donc il vous suffira d'écarter, vous aurez toujours à peu près la même impression. Si vous dirigez votre lumière vers un mur ou vers un plafond, vous pourrez avoir des bons effets à un moment et puis après de mauvais effets, vous allez vous demander ce qui se passe, c'est juste que les surfaces ne vont peut-être pas refléter de la même façon votre lumière et du coup ne vont pas avoir le même effet sur les différentes photos. Donc pour éviter cela, soyez toujours sur le même support, comme ça vous vous habituerez, vous saurez très vite manier cette utilisation de lumière. Lorsque vous pulvérisez, là vous voyez mon appareil photo et sur son trépied qui est dirigé vers le sol. Oui, vous commencez toujours par le sol. Et après avoir fait le sol, vous allez monter sur les murs. Pourquoi? Parce que si une zone a été nettoyée, il y a plus de chances que ce soit le sol, parce que c'est le sol qui est celui qui va présenter plus de chances de présenter du sang. Et si les murs sont nettoyés, il y a des chances que cela a coulé et est venu souiller le sol. Donc faites en premier le sol. Ensuite, faites les murs pour voir si les murs sont également souillés et jusqu'à quelle hauteur ils sont souillés. Pourquoi dans ce sens-là? Aussi parce que cela vous évite de pulvériser plusieurs fois au même endroit. Si vous commencez par les murs, le produit que vous utilisez risque de couler et venir souiller le sol que vous n'êtes pas encore en train de photographier. Et ensuite, lorsque vous allez préparer le sol, il y aura déjà du produit qui est venu sur ce sol, et là vous allez pulvériser ensuite. Ce qui fait que vous risquez d'augmenter la dilution des molécules qui peuvent s'y trouver et réduire vos chances de trouver un ADN. Parce que la grande difficulté dans son emploi, c'est d'éviter une trop grande dilution. Si le sang n'est déjà pas visible, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous pulvérisez à outrance, vous diminuez d'autant vos chances d'obtenir un ADN par la suite. Donc là, hop, on revient, vous avez préparé votre appareil, vous êtes en train de pulvériser, vous pulvérisez ainsi, en évitant bien sûr de rester statique devant l'appareil photo, parce que c'est un peu magique, une pause longue, vous pouvez passer devant sans vous arrêter, l'appareil photo ne va pas vous enregistrer. Par contre, si vous restez statique, vous allez apparaître. Donc vous pouvez passer votre main, si elle bouge, elle ne sera pas enregistrée sur la photo, et vous aurez quand même pulvérisé sur la totalité de la zone. Ensuite, ça vous prendra moins de 30 secondes, donc vous allez observer les réactions. Vous verrez si des réactions intéressantes, c'est-à-dire des réactions, rappelez-vous, qui sont immédiates et qui vont au plus durer 2 minutes. La plupart du temps, ça dure moins d'une minute. Vous observez cela, c'est ce que j'appelle la cinétique de la réaction, et donc vous allez voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, des zones réactionnelles qui sont intéressantes. Et dès lors que vous entendrez que votre appareil photo qui clenche, qui en fait montre par un bruit que la photo est achevée, là vous allez prélever. Et vous voyez, j'ai marqué prélever sans attendre la photo. Pourquoi? Parce que si vous préférez votre photo, vous allez elle n'est peut-être pas assez bonne, donc je vais repulvériser. Mais plus vous pulvérisez, plus vous diluez, plus vous altérez vos chances d'obtenir un ADN. Donc, si vous avez une réaction qui vous intéresse, il faut immédiatement après la première photo, même si elle ne vous convient pas, même si de toute façon vous ne l'avez pas encore vérifiée, tout de suite aller prélever pour éviter une trop grande dilution. Comme je vous rappelle que nous sommes face à une quantité de matière qui est quand même assez minime, assez pauvre, je vous conseille si possible de découper. Alors si vous êtes, je sais pas, sur un canapé, sur des objets que vous pouvez découper, n'hésitez pas à les découper. Sinon, bien sûr, écouvillonner, mais de préférence découper pour envoyer au laboratoire le maximum de matière. Et pour éviter que le laboratoire repulvérise à nouveau pour trouver où est la zone réactionnelle sur le support que vous lui avez envoyé, découpez à l'intérieur de la zone luminescente et indiquez sur le prélèvement et plutôt sur le scellé qui l'accompagne que la totalité du support est réactionnelle, ce qui évitera au laboratoire de repulvériser pour savoir où écouvillonner pour faire de l'ADN. Toujours éviter une trop grande dilution. Vous voyez, privilégiez vraiment le prélèvement à la photographie. Si la photographie n'est pas de grande qualité, tant pis, mais au moins si vous avez la chance d'obtenir un ADN, là vous l'aurez, tandis que si vous pulvérisez, vous diminuez vraiment de façon drastique la possibilité de sortir un ADN. Comme je l'indiquais tout à l'heure au sujet du luminol, et le booster n'est
rien d'autre qu'un mélange luminol, il réagit avec l'ion ferreux, Fe2+, qui est contenu dans l'hémoglobine. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'il y a de l'ion ferreux que dans l'hémoglobine? Bien sûr que non. La rouille, par exemple, contient l'ion ferreux. Donc ce qui fait que vous allez peut-être obtenir une réaction, peut-être avec l'ion ferreux contenu dans l'hémoglobine, ou peut-être avec une autre substance qui contient toujours de l'ion ferreux. Et lorsqu'on va un peu plus loin, qu'on continue dans cette réflexion, on se rend compte que le produit ne réagit pas qu'avec l'ion ferreux, mais pratiquement avec tous les cations métalliques. Comme je donne là l'exemple, vous avez le cuivre, le manganèse ou le brome, qui sont aussi des ions. Donc vous voyez des cations, et qui vont obtenir aussi une réaction, en tout cas provoquer une réaction avec le luminol. Lorsque vous êtes face à des catalyseurs qui sont puissants, même s'ils ne sont pas métalliques, ils vont aussi entraîner une réaction. L'exemple qui est le plus connu par nous les techniciens de PTS, c'est l'eau de Javel. Donc tous ces produits, vous voyez, les différents produits pouvant contenir de l'ion ferreux, les produits pouvant contenir des ions métalliques, des cations métalliques. Il y a des peintures, par exemple, vous allez avoir aussi des végétaux. Et alors les puissants catalyseurs comme l'eau de Javel, tout cela entraîne des réactions positives avec le Blue Star, avec le luminol et donc avec le Blue Star. Ce qui fait que jamais vous ne pouvez affirmer que vous êtes face à du sang lorsque vous avez une réaction positive. Vous devez vous contenter de dire, voilà, j'ai une réaction positive, une réaction luminescente, vous pouvez jouer un peu sur les termes, oui, mais vous ne pouvez absolument pas indiquer, voilà, c'est sûr, j'ai du sang. Plein d'autres choses peuvent réagir, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas faire de liste exhaustive de ces produits, donc arrêtez votre propos à réaction positive ou réaction luminescente. Car il existe ce qu'on appelle donc les faux positifs, c'est-à-dire j'obtiens une réaction, mais ce n'est pas ce que je cherche. Là, je cherche du sang, et là, j'ai une réaction avec un lichen. Le lichen réagissant, ce n'est pas du sang, donc ça s'appelle un faux positif. Donc, ce qui fait que vous faire très attention aux propos que vous utilisez, et surtout, du coup, aux conclusions que vous allez amener aux enquêteurs, aux magistrats, voilà, j'ai une réaction positive, donc c'est sûr, c'est du sang, et puis une réaction positive toute simple. C'est peut-être prendre un parapluie, se protéger, mais en même temps, c'est éviter de partir tout azimut, alors qu'en fin de compte, à la fin, il s'agissait de l'eau de Javel, par exemple. Donc non, il faut vraiment faire très attention à ce que l'on dit et éviter d'aller trop loin. Et ensuite, je vous conseillerais quand même, systématiquement, lorsque vous avez une réaction positive, d'aller vérifier. Bien sûr, je vous ai dit de faire le prélèvement, mais en même temps, lorsque vous avez fait votre prélèvement, d'aller regarder la zone réactionnelle, l'endroit où ça réagit. Parfois, vous allez être étonné, mais vous allez voir des petites traces que vous allez reconnaître comme du sang, mais qui n'avaient pas été repérées auparavant, parce que le support, la plupart du temps, ne s'y prêtait pas, était tellement bariolé, on va dire, qui fait que les traces de sang qui étaient infimes étaient diluées dans la totalité du support, et que là, la réaction a permis de les mettre en avant, et quand vous regardez de plus près, bah tiens, j'avais des traces visibles. Là, il ne faut pas les rater. Donc, allez jeter toujours un œil là où vous avez des réactions positives. Voilà, là je me tais, hein, vous le voyez de vous-même. Vous avez deux réactions qui sont quand même très différentes. Vous avez dans les deux cas une réaction qui est immédiate. Là je m'arrête un instant, mais c'est pour vous parler, mais après je vous montrerai aussi l'intérêt de ce style de vue. Vous avez dans les deux cas une réaction qui est immédiate, une que j'appelle moi une réaction flash. Elle est importante et elle s'arrête aussitôt. Je dirais même qu'elle est souvent plus importante que la réaction avec le sang. Mais en tout cas, le plus important, c'est que c'est comme un flash, tac, et elle s'arrête aussitôt. Tandis que le sang, elle est aussi immédiate.
vous avez une impression d'un temps de latence, donc d'une réaction qui semble stable et qui ensuite va aller en décroissant. Ça, c'est la cinétique de réaction que vous devez rechercher. Vous devez vous arrêter sur cela. C'est ce style de réaction positive que vous devez prélever pour obtenir l'ADN. Si vous avez des réactions flash comme vous l'avez ici, là c'est l'exemple, c'est l'eau de Javel, ça pourrait être d'autres produits, mais en tout cas, ce n'est pas la cinétique que vous recherchez. Mais regardez au niveau de la photo. Au niveau de la photo, comme c'est un instant T, vous n'avez pas de cinétique. Et l'un comme l'autre sont des réactions. Donc là, sur une photo, vous ne faites pas la différence entre de l'eau de Javel et du sang. Il faut absolument le faire au moment de la réaction. C'est le seul moment où vous pouvez réellement le faire. Et voilà, vous voyez, très vite, il n'y a plus rien qui apparaît alors qu'elle reste encore visible pour le sang. Abordons maintenant la problématique de la sensibilité du produit. Cette sensibilité est souvent indiquée à 1 millième, mais dans plusieurs publications, indiquée jusqu'à 1/10 millième. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un volume de sang, il vous faudra 1000 voire 10 000 volumes d'un diluant quelconque, principalement de l'eau, pour ne plus avoir de réaction positive. 1 litre de sang, il faut 10 000 litres d'eau pour qu'il n'y ait plus de réaction positive. Ce qui fait que vous avez quand même une grande quantité de mélange entre le diluant et le sang qui peut être répandu sur le sol ou sur un support quelconque. Ce qui fait que lorsque vous avez une réaction comme vous pouvez le voir sur cette photo, de quoi cette réaction est-elle composée? De beaucoup de sang et d'un peu d'eau, ou de peu de sang et de beaucoup d'eau? Voilà, en fait, nous ignorons la proportion de sang, nous ignorons la proportion de diluant. Donc, ce qui fait que lorsque vous avez une réaction comme celle-ci qui semble importante, vous ne pouvez pas extrapoler et dire oh là là, ça a été extrêmement sanglant, regardez toute la zone qui réagit. Non, la zone qui réagit résulte d'un mélange entre du sang et du diluant, et donc en aucun cas vous pouvez dire voilà, là ça a été extrêmement sanglant. Il peut y avoir un peu de sang et beaucoup d'eau pour que cette zone soit réactionnelle. Donc vous ne pouvez surtout pas extrapoler et estimer la perte de sang à partir d'une surface réactionnaire. Ensuite, je reviens sur la nature du produit, la nature de cette trace. Est-ce qu'il s'agit de sang? Je vous ai déjà dit qu'il y avait tous ces faux positifs qui vous interdisaient de dire je suis face à du sang. Mais au-delà de ça, je vous rappelle que le profil génétique est extrait à partir d'un ADN, essentiellement un ADN nucléaire. Dans le sang, l'ADN est contenu dans les globules blancs. Ce sont les cellules qui ont un noyau et qui, dans ce noyau, présentent un ADN dont on va extraire le profil génétique. Je vous rappelle que le Blue Star, et surtout le luminol dont il est composé, va réagir sur l'ion ferreux qui, lui, est contenu dans les globules rouges. Les globules rouges sont des protéines et ne contiennent pas de noyau. Et donc, on n'extrait pas d'ADN à partir d'un globule rouge. Et la problématique, c'est que dans le sang, pour un globule blanc, vous avez 1000 globules rouges. Une énorme différence de proportion entre les globules rouges et les globules blancs. Ce qui fait que vous pouvez avoir encore une réaction positive et plus assez de globules blancs pour en extraire un ADN. Ça, bien sûr, lorsque vous êtes sur un cas réel, vous ne pouvez pas le savoir. Par contre, nous, on l'a plusieurs fois constaté lorsqu'on faisait nos tests, et pour avoir utilisé mon sang, on sait qu'il y avait mon sang, on le diluait, et on savait qu'il y avait toujours un peu de sang, mais par contre, on n'arrivait pas à sortir un profil génétique. Oui, parce que nous étions arrivés dans une situation où il était toujours possible d'avoir une réaction positive, puisqu'il y a 1000 fois plus de globules rouges, mais il n'y avait plus assez de globules blancs pour extraire un ADN. Et lorsqu'on a fait les tests avec Laurent Bregnaud, on s'est rendu compte, et ça a été publié, qu'on n'arrivait pas à extraire un ADN dès lors que la dilution était supérieure à 1000. Alors, ce qui fait qu'entre une dilution supérieure à 1000 et une dilution supérieure à une dilution de 10 000, il y a tout un éventail où là, vous êtes dans une zone où vous aurez une réaction positive, mais plus assez d'ADN pour en extraire
un profil génétique. Donc, ce qui fait que lorsque vous avez une réaction positive, vous pouvez vous trouver face à un faux positif, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec du sang, ou alors du sang, mais plus en quantité suffisante pour en extraire un profil génétique. Aujourd'hui, on en est là. Les techniques génétiques ont certainement évolué déjà, et cette limite du millième, de la dilution du millième est peut-être dépassée, mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours dans une zone où nous aurons une réaction positive, et il n'y aura toujours pas assez d'ADN, de globules blancs, pour extraire un ADN. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même une grosse problématique, et c'est là où votre rôle le plus important est d'éviter de trop diluer la trace pour vous trouver au-delà de cette limite des millièmes. Je veux dire, si on ne peut pas obtenir un ADN au-delà d'une dilution d'un millième, il a déjà été dilué par les personnes avant votre intervention. Si vous arrivez à vous pulvériser plusieurs fois, c'est vous qui risquez de vous mettre dans une situation où vous n'aurez plus un ADN par la suite. Donc faites attention à nouveau sur l'emploi du pulvérisateur le plus fin possible et jamais pulvériser plusieurs fois au même endroit. Et toujours aussi, à cause de sensibilité et à cause des faux positifs, ne jamais dire que vous êtes face à du sang, dites que vous êtes face à une réaction positive. Et maintenant, je voudrais évoquer avec vous une problématique qui est rarement évoquée et rarement mise en avant dans notre milieu. Vous voyez cette réaction qui est présente sur ce cliché qui est maintenant très ancien. La question que je me suis posée, c'est sur cette réaction. Est-ce qu'elle résulte d'un nettoyage de sang qui était sur ce mur, ou est-ce que c'est juste une éponge qui avait déjà servi à nettoyer du sang ailleurs, qui a été apposée sur ce mur et a provoqué une trace qui n'existait pas à l'origine? Ben oui, parce que comme vous êtes à une dilution, une réaction qui peut aller jusqu'à une dilution d'un 10 millième, et que le sang, lui, n'est plus visible dès lors qu'il est dilué à 1/100, vous pouvez avoir dans les mains une éponge qui semble juste humide d'eau, mais qui contient encore suffisamment de molécules de sang pour provoquer une réaction dès lors que vous l'appuyez n'importe où, alors qu'il n'y avait pas de sang à cet endroit avant que vous y ameniez cette éponge. Là, en l'occurrence, sur cette zone-là, est-ce que c'est du sang qui a été nettoyé sur ce mur, ou est-ce que l'éponge qui a été utilisée a servi à nettoyer un autre mur, et puis ensuite on est venu donner un coup ici, le même jour ou un autre jour, et qui fait que cette réaction existe? Et oui, le sang n'est plus visible dès lors qu'il est dilué 100 fois. Donc vous pouvez vous retrouver avec un liquide qui vous semble composé que d'eau, mais qui contient encore suffisamment de sang, en tout cas d'une dilution qui est inférieure à un 10 millième, et qui fait que là où vous allez déposer cette humidité, vous allez obtenir une réaction positive. Donc attention, lorsque vous avez une réaction positive, ça ne veut pas dire qu'il y avait déjà du sang à cet endroit-là. Ça peut tout à fait être amené par les outils qui ont servi à nettoyer. Donc attention à ce que vous dites, et surtout, n'indiquez donc jamais que vous êtes déjà face à du sang. Je me répète, c'est sûr, mais c'est très important. Vous êtes face à une réaction positive, et cette réaction positive, si dans l'hypothèse où il s'agit de sang, faites attention à dire il y avait du sang à cet endroit-là, ou alors l'outil qui a servi à nettoyer ailleurs des traces sanglantes s'est trouvé à poser ici. Ne sachant pas, vous n'extrapolez pas. Vous avez une réaction positive, elle est là. Pourquoi elle est là? On n'en sait rien. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'il m'est déjà arrivé, c'était dans une caravane qui n'était pas calée, donc le sol n'était pas à l'horizontale, et j'ai été amené à traiter l'intérieur de cette caravane. Tout d'abord, j'ai regardé et j'ai retrouvé des traces visibles, essentiellement sur les plaintes, dans une zone, la zone de vie de cette caravane. Ensuite, j'ai pulvérisé la totalité du sol de la caravane. Là où j'avais des traces visibles, je n'ai pas eu de réaction positive. Par contre, sur la partie la plus basse, je vous rappelle que le plan est incliné, le plancher est incliné, sur la partie la plus basse de la caravane, j'ai une réaction, et même une réaction importante. Et oui,
Mais cette réaction importante était liée au nettoyage et ensuite, parce que le plancher n'était pas à l'horizontale, ben, l'ensemble de cette eau souillée est venu s'accumuler sur le point le plus bas et a fait en sorte qu'il y avait une réaction à cet endroit-là. Alors que, heureusement, des traces visibles restaient, ils nous ont permis de dire non, non, ça ne s'est pas passé à cet endroit-là, mais ça s'est passé en plein centre de cette caravane. Donc attention, là où vous avez la réaction positive ne veut pas dire que c'est là qu'il y avait du sang à l'origine. Voilà ce que je pouvais dire sur le Booster. C'est un produit que j'aime beaucoup, hein, qui a l'avantage de réagir sur n'importe quel support et de n'importe quelle couleur. Vous pouvez tant l'utiliser sur du carrelage que sur de la peinture, que sur du parquet, que sur de l'herbe, du bitume, du ciment, du béton, des vêtements, peu importe la nature du support et peu importe la couleur du support. Ce Blue Star, qui est composé de la molécule de luminol, qui est l'élément réactionnel du mélange, produira une luminescence dès lors qu'il sera en face de l'ion ferreux qui est contenu dans du sang. Mais comme je vous l'indique, comme je vous l'ai déjà indiqué, c'est une réaction qui n'est pas obligatoirement avec du sang. Je vous rappelle tous les faux positifs qui font que ce n'est pas parce que vous avez une réaction que vous êtes face à du sang. C'est ce qu'on appelle un test présomptif. Donc, qui vous oblige à ne jamais dire, ben voilà, j'ai une réaction positive, donc je suis face à du sang. J'ai une réaction positive, et c'est tout. Ou j'ai une zone luminescente, si je veux bien, mais en aucun cas, j'ai du sang. Ensuite, et pour aller toujours dans ce sens-là, que je n'ai pas développé tout à l'heure, lorsque vous êtes face à du sang, si on dit voilà, vous êtes sûr, maintenant c'est du sang. Est-ce que c'est du sang humain? Est-ce que c'est du sang animal? Si c'est du sang humain, est-ce que c'est du sang de la victime ou du sang de quelqu'un d'autre? Il n'y a que l'ADN qui vous permettra de vraiment répondre à cette question. Vous êtes face à une réaction positive, une zone luminescente. L'avantage du Blue Star, et c'est pour ça qu'il a été mis au point, il ne dégrade pas l'ADN. Il ne dégrade ni l'ADN en tant que tel, ni les techniques utilisées pour extraire l'ADN. Le produit ne fait pas ça, n'a aucune action délétère sur l'ADN ou sur les techniques utilisées en criminalistique. Mais vous pouvez avoir une action délétère. C'est lorsque vous allez trop diluer, lorsque vous utilisez le produit sans avoir affiné au maximum la pulvérisation, ou alors si vous pulvérisez à outrance au même endroit. Là, vous allez augmenter la dilution puisque vous rajoutez du liquide, et comme je vous ai déjà indiqué, on va pas revenir sur les chiffres, mais qu'il est rapide de passer de la zone où vous pouvez encore extraire un ADN à la zone où il n'est plus possible d'extraire un ADN, et c'est souvent l'action du technicien, notre action, qui fait qu'on franchit cette limite et qu'on se retrouve face à un test en laboratoire qui revient négatif. Et pour éviter encore, et là je me répète, cette dilution, vous avez fait attention, et puis vous envoyez un gros morceau, parce que je vous ai dit qu'il fallait découper, vous envoyez un gros morceau au laboratoire. Mais le gros morceau de support que vous envoyez au laboratoire, lorsque le laboratoire le voit, il dit bah, elle est où la réaction? Donc il va pulvériser. Et donc vous, si vous avez évité la dilution, lui va la provoquer. Donc je vous invite, lorsque vous avez une réaction positive, à ne découper que dedans la zone réactionnelle et d'indiquer sur le carton de scellé ou sur un PV à côté, mais en tout cas faire signaler au laboratoire que la totalité du support qui lui a été transmis, la totalité est réactionnelle, donc il n'est pas nécessaire de pulvériser à nouveau. Voilà ce que je pouvais dire sur le Blue Star, qui est un produit que j'utilise depuis maintenant une vingtaine d'années, voire même un peu plus, et qui permet d'avoir d'excellents résultats dès lors qu'il est bien employé. Mais qui est aussi assez problématique. Et ces problématiques, ces limites, il faut les connaître pour bien l'employer et pour continuer à lui faire confiance. Je vous rappelle, donc, les faux positifs, sans peut-être tout connaître au sujet des faux positifs, on est tous plus ou moins au courant, on en a tous entendu parler, mais il y a aussi cette zone réactionnelle que vous obtenez, si large soit-elle, ça ne veut pas dire qu'il y a une grande effusion de sang à cet endroit-là, il peut y avoir un peu de sang et beaucoup de diluant, qui fait que vous avez l'impression qu'il y a une énorme zone réactionnelle, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une énorme quantité de sang. Et ensuite, la zone réactionnelle ne veut pas dire qu'il y a à cet endroit-là du sang
avant qu'il y ait eu ce nettoyage. Le nettoyage doit avoir eu lieu ailleurs et par gravité, le liquide souillé est venu stagner à cet endroit-là, provoquant une réaction à cet endroit-là et non pas à l'endroit où il est à l'origine. Ou alors, l'outil qui a servi à nettoyer une zone ensanglantée a été apposé dans une zone qui n'était non souillée et qui va provoquer la trace. Donc attention aux conclusions que vous pouvez tirer des réactions positives que vous obtenez au BlueStar. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas si vous avez des questions précises, soit face à des cas, soit des questions théoriques. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre. Je reste à votre disposition. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à ce webinaire et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.